Et nous allons donner maintenant la parole à mon cher collègue Philippe Descola. Nous sommes en majorité des sociologues au colloque, mais pas seulement, heureusement. Donc nous avons une image ouverte de la science sociale. Et nous invitons donc un anthropologue à venir parler de Mauss et Durkheim au travail. Merci Philippe. Merci Pierre-Michel. Des rares articles écrits à deux mains par Durkheim et Mauss, le plus connu, le plus célèbre, est l'essai publié en 1903 dans l'Année sociologique sous le titre « De quelques formes primitives de classification, contribution à l'étude des représentations collectives ». L'article est fondé sur une discussion serrée des riches matériaux documentaires recueillis par la première génération d'ethnographes professionnels qu'on vient d'évoquer dans la communication précédente, pour l'essentiel en Australie et parmi les populations autochtones d'Amérique du Nord. Et on pourrait, à bon droit, c'est en tout cas le sens de ma communication, considérer ce texte comme, au fond, la première expression d'une école anthropologique française susceptible de rivaliser par l'originalité de ses propositions avec les foyers de recherche dans cette discipline qui s'étaient stabilisés une vingtaine d'années auparavant au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne. Il m'a donc paru intéressant de revenir à cet essai, plus d'un siècle après sa parution, et presque 9 décennies après que l'anthropologie sociale et culturelle, accompagnée de la sociologie, ne gagne droit de cité au Collège de France avec l'élection de Marcel Mauss, afin d'évaluer le chemin parcouru et de jauger de la résistance ou de l'effritement de certains des concepts et des problématiques que l'école durkheimienne avait insufflé dans ce que l'on a appelé ensuite l'anthropologie sociale et culturelle. Autrement dit, mon titre est trompeur. Je ne vais pas décrire Durkheim et Mauss au travail, puisque je ne suis pas historien, et j'assume une position parfaitement présentiste dans cette communication. Je rappellerai brièvement l'argument de l'article. Durkheim et Mauss, fidèles à une conception de la psychologie qui distingue entre les faits mentaux individuels et les faits mentaux collectifs, s'attachent à critiquer l'idée que les opérations logiques de l'esprit sont dépendantes de la constitution de l'entendement individuel et donc universelles dans le temps et dans l'espace. Selon nos auteurs, en effet, la définition, la déduction, l'induction, l'ensemble des facultés logiques que les logiciens et les psychologues considèrent comme des opérations simples et innées, se sont en réalité progressivement formées au cours du temps à partir des sources les plus diverses et les plus étrangères à la logique. Et c'est tout particulièrement le cas de la fonction classificatoire. Je les cite, le procédé qui consiste à classer les êtres, les événements, les faits du monde en genre et en espèces, à les subsumer les uns sous les autres, à déterminer leur rapport d'inclusion ou d'exclusion. Ce procédé est toujours conçu par les psychologues et les logiciens comme un produit de l'activité individuelle, mais identique partout et toujours, en raison de l'unicité des facultés cognitives et des procédures de raisonnement chez l'homme. Or, cela est douteux, car la manière dont nous classifions nous-mêmes est récente et ne remonte pas au-delà d'Aristote. Donc le caractère historiquement contingent de notre manière de classer devient manifeste si on le met en... C'est l'argument, en tout cas, de Durkheim et Mauss, si on le met au regard des classifications primitives. Donc l'un et l'autre imbus d'évolutionnisme logique et méthodologique, sinon, en tout cas à l'époque, sinon toujours strictement historique. Ils considèrent en effet que l'étude des classifications primitives permet de saisir la préhistoire de la fonction classificatoire
et donc de montrer que notre propre manière de classer n'est que la résultante d'une évolution au cours de laquelle l'esprit humain n'a pas toujours manifesté les opérations logiques dont il témoigne présentement. Leur idée, une idée qui a été par la suite vigoureusement remise en cause par Claude Lévi-Strauss, c'est que les premières formes de pensée primitive sont caractérisées par l'indistinction, par l'absence plus ou moins complète de concepts définis et par la confusion entre les niveaux de réalité. Ils en veulent pour preuve les métamorphoses, les transmissions de qualité, les substitutions de personnes, d'âme et de corps, les croyances à la spiritualisation d'objets matériels et à la matérialisation des esprits, dont la pensée religieuse et le folklore offrent maint témoignage. L'idée même de semblable transmutation ne pourrait pas naître, développe-t-il comme argument, si les choses étaient représentées dans des concepts délimités et classés. Donc, ayant établi qu'à leurs yeux, les hommes ne classent pas par une nécessité interne de leur entendement individuel, ni en reproduisant des régularités naturellement observables dans leur environnement, ils se demandent quel est le modèle ou le plan qui a fourni aux hommes, aux humains, dirait-on maintenant, l'inspiration de la pensée classificatoire. Et ce modèle, c'est évidemment la société et ses divisions. Et en bonne méthode, il convient donc d'abord d'examiner les classifications les plus rudimentaires qu'aient faites les humains, afin de voir avec quels éléments elles ont été construites. Donc ils entreprennent d'examiner pour cela le système de classification cosmologique caractéristique, selon eux, du totémisme australien, dans lesquels, selon leur définition, je les cite, « Si le totémisme est par certains côtés le groupement des hommes en clans suivant les objets naturels, à savoir les espèces totémiques qui sont associées au clan, il est aussi, inversement, un groupement des objets naturels suivant les groupements sociaux. » Et dans les exemples examinés par nos auteurs, l'examen de ces exemples occupe les 3/4 du texte, donc au moins une 50aine de pages, les exemples examinés par nos auteurs montrent en effet que les classifications des êtres et des choses sont le produit d'une organisation segmentaire en classes et en fratries associées à des clans totémiques, lesquels constituent la grille à partir de laquelle l'ordre cosmologique général tout entier est institué. Je ne vais pas rentrer dans le détail de leurs analyses, il y aurait beaucoup à en dire, je les évoquerai à la fin de ma présentation. Après les matériaux australiens, Durkheim et Mauss examinent la classification cosmologique des Zuni du Nouveau-Mexique, dont le principe classificatoire est fondé, en première approximation, semble-t-il, non pas sur des clans, mais sur des orientations spatiales, ce qui, évidemment, ruinerait leur thèse de l'antécédence des classifications sociales comme matrice des classifications en général, et leur objectif est d'établir que la classification par l'organisation sociale a en réalité précédé la classification par Orient. Et la dernière partie s'intéresse à la classification du monde selon les catégories très inclusives du système divinatoire chinois, afin de mettre en évidence une chose importante d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de solution de continuité entre les classifications les plus primitives, donc les classifications australiennes, et les classifications scientifiques, puisque le système divinatoire chinois possède des propriétés des unes comme des autres. Donc voilà l'argument général développé dans l'essai. Alors ce texte a eu un destin, je trouve, assez étrange. Il a été beaucoup discuté, en tout cas discuté avec beaucoup de vivacité en psychologie et en sociologie de la connaissance, notamment parmi les exemples les plus connus
par David Bloor et John Searle, en raison de l'appui qu'il semble apporter à un programme constructiviste fort pour le premier, c'est-à-dire pour Bloor, ou au contraire, selon ce qu'affirme Searle, parce que l'essai ne fournit aucune réponse convaincante à des questions centrales de logique de la connaissance. Or, bien que ces questions, évidemment, ne soient pas absentes des préoccupations de Durkheim et Mauss, ce ne sont pas au premier chef des problèmes épistémologiques purs, si l'on peut dire, qui les motivent, mais au fond, c'est très net dans l'argumentation, une défense et illustration de la notion de représentation collective comme outil descriptif et analytique, et cela, évidemment, en opposition frontale à la tradition intellectualiste représentée par Fraser au Royaume-Uni, Fraser pour qui l'idée même de représentation collective était absurde, puisque les idées ne peuvent provenir que des individus et ne sauraient donc avoir une existence indépendante des lois psychologiques de la conscience individuelle. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il est intéressant ou paradoxal que l'essai de Durkheim et Mauss n'ait pas été vraiment discuté par les psychologues qui se sont intéressés par la suite, mais beaucoup plus tard, à la question de la catégorisation. Et il est paradoxal, à l'inverse, que nos deux auteurs, dont on sait l'intérêt qu'ils éprouvaient l'un et l'autre pour la psychologie de leur temps, ne mentionnent en la matière que les travaux de Hugo Müsterberg, qui ne portent pas véritablement sur des questions de catégorisation. Mais évidemment, c'est en anthropologie que la réception de l'article a été la plus étrange. La plus étrange parce que chaque auteur qui l'a commenté a manifesté un mélange d'admiration pour l'ampleur du propos et d'agacement pour la désinvolture avec laquelle les faits ethnographiques étaient employés pour étayer des propositions qui, de fait, allaient à l'encontre de ces faits. Evans Pritchard, dont on sait à quel point il a été un grand admirateur de Durkheim, qui a contribué au premier chef à diffuser sa pensée au Royaume-Uni, Evans Pritchard soulignait par exemple, je le cite, la façon irritante qu'avait Durkheim d'affirmer, quand un fait contredisait sa thèse, que le caractère et le sens de ce fait avaient changé et qu'il constituait un développement secondaire et atypique, alors qu'il n'existait, précisait Evans Pritchard, aucune donnée permettant d'avancer que ce changement s'était produit. Les compliments de Lévi-Strauss, vous le savez, sont aussi formulés du bout des lèvres, mais pour d'autres raisons. Je cite Lévi-Strauss, c'est dans Anthropologie structurale. Durkheim et Mauss ont bien compris que les représentations conscientes des indigènes méritent toujours plus d'attention que les théories issues de la société de l'observateur. Même inadéquates, les premières offrent une meilleure voie d'accès aux catégories, entre parenthèses, inconscientes de la pensée indigène. Sans sous-estimer l'importance et le caractère novateur de cette démarche, on doit pourtant reconnaître que Durkheim et Mauss ne l'ont pas poursuivi aussi loin qu'on l'eût souhaité. Car les représentations conscientes des indigènes, tout intéressantes qu'elles soient pour la raison qui vient d'être indiquée, peuvent rester objectivement aussi distantes de la réalité inconsciente que les autres. C'est l'argument, par exemple, que Lévi-Strauss a développé dans le commentaire de l'essai sur le don de Mauss, à qui il reproche d'avoir accrédité le concept original dont il va se servir comme instrument analytique, qui est le concept de Ho. De fait, au fond, tout le travail mené par Lévi-Strauss dans La pensée sauvage a consisté à montrer que les niveaux successifs d'inclusion des classifications primitives ne sont pas l'effet de métaphores qui sont empruntées
aux institutions sociales, telle la métaphore de l'apparentement ou de l'appartenance, ainsi que le développe Durkheim et Mauss dans l'essai sur les classifications primitives, mais qu'elle résulte évidemment d'une logique des qualités sensibles, faisant appel à des référents concrets des objets inclus. Le plus féroce des critiques, Rodney Needham, est en même temps celui qui a le plus contribué à faire connaître l'essai de Durkheim et Mauss, puisque c'est lui qui l'a publié, traduit d'abord, et publié en langue anglaise en 1963, avec une longue introduction, contribuant ainsi à sa diffusion et à sa renaissance hors de France. Or, plus de la moitié de l'introduction de Needham est consacrée à une attaque virulente de Durkheim et Mauss. Ainsi juge-t-il que, je le cite, « l'argument de Durkheim et Mauss est fallacieux sur le plan logique, il est branlant, unsound, sur le plan méthodologique. De fait, il y a des raisons sérieuses pour lui dénier absolument toute validité. » Needham est en particulier très critique vis-à-vis de l'argument de la tabula rasa, c'est-à-dire que les individus sont dépourvus d'une faculté innée de classification, une position qui découle chez Durkheim et Mauss, à un commentaire personnel, de ce que l'on pourrait justement appeler une erreur de catégorie, à savoir la confusion entre l'étude des représentations collectives et l'étude des facultés de l'esprit humain. Et pourtant, l'introduction de Needham se conclut avec une apologie enthousiaste de l'essai de Durkheim et Mauss, je le cite, « La signification théorique de l'essai lui assure une place proéminente comme un classique de la sociologie. Son grand mérite, qui l'emporte largement sur tous ses défauts et qu'il attire l'attention pour la première fois dans la recherche sociologique sur un thème d'une importance fondamentale pour la compréhension de la pensée humaine et de la vie sociale, celui de la notion de classification. » Alors, je partage tout à fait le jugement des anthropologues sur le texte, et notamment le verdict de Needham. Les failles logiques, les approximations ethnographiques de l'essai de Durkheim et Mauss sont innombrables, mais l'ouverture qu'il propose sur le problème des classifications cosmologiques est de toute première importance. Donc je vais revenir d'abord sur ces défauts pour souligner quelques-uns de ces défauts qui n'ont pas été pointés par des commentateurs précédents, ou pour développer les conséquences de certains qui l'ont été, avant de conclure sur la contribution éminente que cet essai apporte à l'anthropologie de la connaissance. La plus importante conclusion de l'essai aux yeux des auteurs, c'est celle, au fond, qu'il s'évertue à étayer par une multitude d'exemples ethnographiques, c'est que les hommes ont classé les choses parce qu'ils étaient partagés en clans. C'est la classification sociale selon la logique de l'organisation totémique qui aurait fourni le fondement le plus solide et la base la plus ancienne de toutes les autres formes de pensée classificatoire, car les premières catégories logiques ont été des catégories sociales et les premières classes de choses ont été des classes d'hommes dans lesquelles ces choses ont été intégrées. Donc, aux yeux de Durkheim et Mauss, c'est non seulement la forme extérieure des classes qui est d'origine sociale, mais aussi les rapports qui unissent les classes les unes aux autres. Et c'est parce que les groupes humains s'emboîtent les uns dans les autres depuis les origines de l'humanité, c'est parce que le sous-clan s'emboîte dans le clan s'emboîte dans la fratrie et que la fratrie s'emboîte dans la tribu, que les groupes de choses se disposent suivant le même ordre. Je cite, « Et si la totalité des choses est conçue comme un système 1, c'est que la société elle-même est conçue de la même manière. Elle est un tout, ou plutôt elle est le tout unique auquel
tout est rapporté. Donc c'est là, admirablement formulé, dans une parfaite clarté et concision, la grande idée durkheimienne du sociocentrisme, l'idée que la hiérarchie logique n'est qu'un autre aspect de la hiérarchie sociale et que l'unité de la connaissance n'est autre chose que l'unité même de la collectivité étendue à l'univers. L'idée que la classification des choses et la classification des groupes sociaux peuvent entretenir une relation que moi je qualifierais de correspondance, ce n'est pas la terminologie que Durkheim et Mauss emploient évidemment, offre des pistes extrêmement fécondes sur lesquelles je reviendrai. En revanche, l'argument selon lequel il y aurait une antériorité, non seulement logique, mais véritablement historique et causale de la classification totémique sur toutes les autres formes de classification, cet argument il est à la fois indémontrable et hautement improbable sur le plan des données ethno-historiques et complètement dépassé par tout ce que l'on sait à présent des mécanismes de la pensée classificatoire. J'aborderai ces deux types d'objections tour à tour. En accord avec les auteurs de l'époque et avec le type d'information ethnographique dont on disposait au tout début du XXe siècle, Durkheim et Mauss partent du principe que les formes les plus primitives d'organisation sociale, et donc pour eux les plus anciennes, sont les sociétés segmentaires du type australien. Sociétés qui combinent trois types de traits, l'existence de classes matrimoniales expressément délimitées, l'existence de groupes d'unifiliation nommés regroupant l'ensemble des membres de la tribu, en l'occurrence des clans, et la liaison entre chacun de ces clans et un animal ou un objet éponyme que les auteurs appellent totem. Et lorsque Durkheim et Mauss abordent les classifications sociales d'autres régions du monde, c'est encore à des sociétés de ce type qu'ils font référence, celles-ci étant simplement réputées plus complexes dans leur mode de segmentation interne que les sociétés australiennes, en raison d'un plus grand nombre de composantes. La segmentation clanique est donc, à leurs yeux, le caractère dominant des sociétés primitives, au sens des sociétés les plus simples et les plus anciennes, et celui qui autorise à inférer la priorité de la classification totémique sur toute autre forme de segmentation. Or, l'on sait maintenant qu'un très grand nombre de sociétés que Durkheim et Mauss rangeraient certainement parmi les sociétés primitives sont totalement dépourvues de groupes d'unifiliation et donc de toute forme de segmentation interne explicite. Les cas abondent et sont même dominants dans l'Amérique du Sud autochtone, dans le nord de l'Amérique du Nord, dans bien des régions d'Asie du Sud-Est et dans plusieurs régions d'Océanie. Si l'on considère par exemple la totalité de l'œuvre de Mauss, on s'aperçoit que ce genre de société n'est presque jamais pris en compte. Lorsqu'il l'est, et j'ai trouvé un exemple dans le cas des Pygmées, c'est pour tenter de retrouver à toute force et contre toute vraisemblance des clans totémiques, là où manifestement, chez les Pygmées, ce type d'institution n'existe pas et n'a guère de sens. Un tel aveuglement s'est poursuivi très tard, donc il est inutile de jeter la pierre à Durkheim et Mauss là-dessus. Il s'agit simplement d'une conceptualisation qu'on avait à l'époque de ce qu'étaient les sociétés primitives dans les structures élémentaires de la parenté. Lévi-Strauss, par exemple, ne s'intéresse qu'à des sociétés à classe, à segments matrimoniaux, et pas du tout aux sociétés cognitives, dont on sait maintenant qu'elles sont plus nombreuses sur l'Atlas de Murdoch, par exemple, que les autres. Donc, c'est un Marshall Salins, dans un petit livre qui s'appelle Tribesman, qui est publié beaucoup plus tard, lui aussi, à toute force, veut voir dans les sociétés tribales des sociétés segmentaires. Donc, dans toutes ces sociétés, et elles sont extrêmement nombreuses,
où il n'y a ni classe matrimoniale, ni clan totémique, l'argument de Durkheim et Mauss sur l'antériorité des classifications totémiques ne saurait s'appliquer, évidemment, à moins de considérer que ces sociétés sont des versions dégénérées d'une organisation totémique maintenant disparue, ce que rien dans l'ethnographie ne permet à l'heure actuelle d'inférer. On pourrait même soutenir le contraire, par exemple, à l'inverse de ce que Durkheim et Mauss avancent lorsqu'ils interprètent des classifications totémiques peu inclusives en Australie, par exemple, comme des décompositions de classifications jadis plus englobantes. Il semble que ce soit plutôt l'inverse qui se soit produit, par exemple en Australie, où l'on a pu montrer que les systèmes à 8 sous-sections matrimoniales, donc le nec plus ultra de la virtuosité segmentaire aborigène, ne remontaient probablement pas au-delà de l'arrivée des Européens. Autrement dit, rien ne permet d'affirmer que les premiers Homo sapiens étaient organisés en groupes totémiques ou en systèmes segmentaires, et que donc la pensée classificatoire se serait développée à partir de cette matrice sociale originale. Une autre partie morte de l'essai, fondée sur la confusion opérée par Durkheim et Mauss entre le contenu des classifications et la capacité cognitive à classer, est l'idée conjointe que, d'une part, les choses ne se présentent pas d'elles-mêmes à l'observation comme groupées en classes, et que, d'autre part, l'esprit est dépourvu des moyens innés de concevoir ce genre de regroupement. Selon Durkheim et Mauss, le fait que nous puissions apercevoir des ressemblances ne suffit pas à expliquer comment nous sommes amenés à assembler des êtres qui se ressemblent, à les réunir dans ces sortes de milieux idéaux que nous appelons un genre ou une espèce, car, je les cite, « rien ne nous autorise à supposer que notre esprit, en naissant, porte tout fait en lui le prototype de ce cadre élémentaire de toute classification. » Or, c'est précisément l'inverse que semble établir, par-delà leurs divergences internes, tous les travaux contemporains sur les classifications ethnobiologiques. Depuis un célèbre article de Berlin, Breedlove et Raven, publié en 1973, qui a ensuite été développé par Brent Berlin en 1992 dans une magistrale synthèse qui s'intitule Ethnobiological Classification, la plupart des spécialistes d'ethnobiologie s'accordent sur le fait que les taxonomies populaires d'objets naturels possèdent partout une structure identique. Cette structure s'organise selon une hiérarchie inclusive de taxons qui, sous sa forme la plus complète, comporte 6 rangs. Le plus englobant, le niveau du règne, c'est-à-dire plante ou animal, est rarement nommé. Le niveau de la forme de vie, en dessous, définit quelques types morphologiques hautement distinctifs associés à un habitat ou à une niche écologique spécifique. C'est arbres, poissons, oiseaux, etc., dans notre taxinomie populaire française. Le niveau dit intermédiaire correspond à des subdivisions de formes de vie, parfois non nommées, qui regroupent un petit ensemble, un petit nombre de taxons génériques qui présentent de fortes ressemblances. C'est par exemple le contraste entre feuillus et conifères. Le niveau générique peut être considéré comme le niveau de base. C'est celui qui, dans presque toutes les taxinomies populaires, compte le plus grand nombre de taxons, la plupart d'entre eux non divisibles. En dessous, le niveau spécifique constitue une subdivision de taxons du niveau générique. Si on prend chêne, c'est chêne rouf, chêne vert, chêne nain, etc., etc. Et enfin, le niveau variétal, c'est celui, évidemment, des noms de cultivars. Pour la majorité des spécialistes d'ethnobiologie, c'est ce type de nomenclature taxinomique qui représente le paradigme de la classification des objets naturels.
Aussi, les débats contemporains sur les taxinomies ethnobiologiques portent-ils moins sur la structure des classifications que sur les types de mécanismes psychiques que l'on suppose être à la source des jugements d'inférence ou des jugements de conformité que ces taxinomies mobilisent. Donc, en la matière, je vais faire une géographie très rapide des différents courants. On peut distinguer à grands traits entre deux approches principales. L'une qui met l'accent sur la théorie de la prototypicalité d'Eleanor Roche, dans laquelle, au fond, prime l'idée que certains membres d'un taxon en constituent le prototype dans la mesure où ils seraient perçus comme les plus représentatifs, comme les meilleurs exemplaires. Et cette exemplarité, elle est fondée sur l'idée que certaines espèces sont d'une certaine façon investies d'un caractère paradigmatique dans la définition d'une classe en raison de traits qui sont immédiatement saillants, notamment la taille. Pour prendre un exemple Givaro, si plusieurs espèces nommées de rapaces sont regroupées en une classe, le nom de cette classe sera donné par ailleurs à l'espèce la plus grande que la classe contient. L'approche alternative des classifications ethnobiologiques s'appuie sur une théorie modulaire de la perception et de la cognition, qui est inspirée de Chomsky et de Fodor, laquelle postule qu'il y aurait des modules spécifiques destinés à la reconnaissance et au classement des objets naturels, analogues aux mécanismes cognitifs spécialisés, par exemple dans l'activité langagière ou dans la reconnaissance des visages. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a aussi des variantes à l'intérieur même de cette voie. Bref, quelles que soient les divergences entre ces différents courants, il semble bien acquis à présent que l'aptitude à reconnaître et à classer dans des hiérarchies inclusives les plantes et les animaux découle non pas d'un hypothétique prototype social de la segmentation, mais de la rencontre entre les propriétés de certains percepts et des mécanismes cognitifs spécialisés. Alors, les taxonomies inclusives dont je viens de parler ne représentent pourtant qu'une partie seulement des systèmes de classification. Et si l'essai de Durkheim et Mauss s'est fourvoyé à leur sujet, il propose en revanche une voie originale en liant les classifications cosmologiques et les classifications sociales. On notera en effet que les classifications dites totémiques auxquelles s'intéressent Durkheim et Mauss portent essentiellement sur des objets naturels, accessoirement sur des orients. Or, dans ce domaine, on peut faire l'hypothèse que des mécanismes tout à fait différents de catégorisation et de raisonnement catégoriel sont mis en œuvre en fonction des contextes classificatoires, en fonction des niveaux de généralité visés et en fonction des usages auxquels ces classifications sont destinées. En effet, la catégorisation des objets naturels recouvre en fait trois types de systèmes de classification qu'il importe de distinguer, même s'il arrive parfois qu'on les trouve combinés. Le plus commun, celui dont je viens de parler, c'est la taxinomie hiérarchique, qui aboutit à des nomenclatures arborescentes de plantes et d'animaux comportant au moins 2 rangs, et dans le meilleur des cas, 6 pour reprendre la classification de Berlin. Le deuxième type de système, c'est celui des classifications par grandes classes contrastives, dont Durkheim et Mauss parlent beaucoup, et que l'on qualifie en général d'utilitaires, et qu'il vaudrait mieux définir comme pragmatiques ou comme motivés, dans la mesure où les critères d'inclusion font le plus souvent référence à une propriété qui n'est pas intrinsèque à l'objet classé, mais qui dépend d'une caractéristique réelle ou imaginaire que l'observateur prête à cet objet
en fonction des usages matériels ou idéels auxquels il le destine. Et à la différence des taxonomies, ces classifications par classe d'attributs ne sont pas structurellement hiérarchiques, même si la combinaison de plusieurs critères peut aboutir à leur hiérarchisation conventionnelle. Le troisième type de système est celui des classifications que l'on pourrait appeler cosmologiques, en ce qu'elles incluent des objets naturels dans des classifications plus englobantes, où ces objets sont associés à des entités relevant de ce qui, pour nous, habitués précisément à un certain type d'ontologie, ne paraissent ressortir à des classes ontologiques différentes, telles des orients, des groupes sociaux, des fonctions, des couleurs. Il s'agit, au fond, d'une sorte d'extension du type de classification précédent, qui prend la forme d'un tableau d'attributs dans lequel l'inclusion est gouvernée moins par une multiplication de critères que par un raisonnement analogique, parfois transitif et avec une très longue chaîne, du type A est à B, comme A' est à B', etc., etc. Dans l'exemple de la classification Zuni, que Durkheim et Mauss empruntent à Cushing, les êtres et les phénomènes naturels sont classés par Orient. Donc c'est une classification cosmologique absolument exemplaire. Il y a 7 Orients, mais en même temps, il y a aussi des classements par des couleurs et par une demi-douzaine d'autres rubriques. Voyons maintenant, et je vais terminer là-dessus, comment ces 3 types de catégorisation peuvent se différencier selon les modes de connaissance qu'ils impliquent. Les taxonomies hiérarchiques font appel à un savoir sémantique. Les classifications par classe contrastive font appel à un savoir encyclopédique et les classifications cosmologiques font appel à un savoir symbolique. Le savoir sémantique, il est fini et il porte sur les catégories, c'est-à-dire sur les conditions d'inférence permettant la subsumption d'un objet dans une classe, sans faire appel à des connaissances particulières au sujet de cette entité. Par contraste, le savoir encyclopédique et le savoir symbolique sont en droit infini, du fait qu'ils portent sur le monde, le savoir encyclopédique portant sur le monde de façon directe et spécifiant les connaissances cumulatives, révisables et variables selon les individus qui se rapportent à l'objet catégorisé, tandis que le savoir symbolique porte sur le monde de façon indirecte, sous la forme de jugements synthétiques au sujet de propositions concernant le savoir encyclopédique. Ce sont des énoncés donc qui ne portent ni sur les mots ni sur les choses, mais qui expriment des croyances formées à partir de ce que nous savons des choses. Durkheim et Mauss ont eu le grand mérite, dans leur essai, d'attirer l'attention sur les classifications cosmologiques, qui forment la base, l'essentiel des exemples dont ils se servent, en mettant en évidence, et c'est ça véritablement le point sur lequel je voudrais insister, en mettant en évidence que des correspondances, encore une fois, ils n'emploient pas le terme correspondance, c'est moi qui l'emploie, mais ils les mettent en évidence, que des correspondances existent entre les manières de classer des êtres et les choses, et les manières de catégoriser les liens entre humains. C'est une direction de recherche importante que Lévi-Strauss a poursuivie, par exemple, dans sa théorie du totémisme, qui m'a moi-même guidé dans ma théorie de l'animisme. Mais malheureusement, Durkheim et Mauss ont obscurci l'originalité de leur contribution, d'abord en réduisant les 3 modes de catégorisation à l'un d'entre eux, et donc aux classifications cosmologiques, puis en établissant un lien causal entre ces classifications et les catégories sociales, plutôt que d'envisager la corrélation entre ces 2 champs comme relevant au fond d'un schème structurel commun.
C'est ce qu'a fait Lévi-Strauss dans sa théorie du totémisme, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mes propres recherches. Et au fond, plutôt que de confondre tous les modes de classification des êtres, comme le font Durkheim et Mauss, ou de les concevoir au contraire, comme s'ils étaient tous différents en nature, ce qui est aussi une tendance actuelle de la psychologie cognitive, il me semble préférable de traiter les trois formes de catégorisation comme une sorte de groupe de transformation, c'est-à-dire comme un système de variations ordonnées à partir de quelques axes, tels le type de savoir concerné par un jugement catégoriel, le type de jugement mis en œuvre et le type de mécanisme psychique qu'il mobilise. Alors je crains de ne pas vous en dire plus sur cette question, qui est l'un des axes de mon travail de recherche, sur lequel je reviendrai alors volontiers vous en dire plus si on m'invite à nouveau. Il faudra inventer l'occasion avec la plus grande joie. Merci beaucoup, Philippe. C'était formidable. Si j'ai bien compris, c'est Philippe Descola au retravail après Mauss et Durkheim, pour envelopper Mauss et Durkheim dans un horizon de généralité plus vaste et les faire travailler. Et en même temps, ça donne l'idée, évidemment, des erreurs peuvent être fécondes ou des imprécisions peuvent être extraordinairement fécondes, ce qui est exactement la manière de penser la science, c'est-à-dire par recombinaison, déplacement, et voilà, et pas par une sorte de propriété systématique sur un objet qui doit être géré comme tel et comme un patrimoine. Voilà. Donc, des questions.